Et rebonjour, amis de la coterie. Alors pourquoi rebonjour? Parce que je fais ce quatrième passage de découverte des règles de Vampire la Mascarade Chapters dans la continuité le même jour que la vidéo numéro 3. Donc bienvenue dans cette vidéo numéro 4 où nous allons attaquer vraiment le dur de dur. Ah, alors de nouveau le reflet sur page blanche parce qu'il est midi et demi passé et que forcément il fait jour, saloperie de soleil. Contrairement à ce matin où il faisait nettement moins jour. Autant en tout cas. Donc on va se redécaler. Et comme on l'a vu, maintenant on attaque vraiment les mécaniques de jeu avec le déroulement du jeu, les différents tests. Et il y en a un paquet, hein, vu les façons dont on peut jouer entre le combat, les interactions, les discussions, le fait d'être furtif, ça doit être un très très gros morceau. Avant que j'oublie, j'avais dit que je préférais, moi, sur certains jetons avec lesquels on peut interagir, avoir des socles transparents pour que ça ressorte par rapport aux autres pions de terrain que l'on va laisser à plat. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il y a certains socles récupérés, notamment de Gloomhaven, qui ne vont pas parce que la rainure est trop serrée et ça abîme les jetons. Alors que ceux-là qui, de mémoire, proviennent de jeux chez FFG, il me semble bien, ils sont parfaits. Parfaits, parfaits. Donc bon, il faudra que je m'en sorte plus hein, tant que j'aurai affaire à Vampire. Mais ils sont plutôt pas mal. Sinon, sinon on y va. Déroulement du jeu. Le jeu est composé de 4 types de séquences différentes. Séquence principale, combat, dialogue, investigation. Je regarde que mon siège ne tape pas dans la caméra, c'est pas gagné. La séquence principale se joue en round, chaque joueur jouant à tour de rôle dans l'ordre d'initiative. Lorsqu'un ou plusieurs joueurs commencent une séquence de dialogue ou d'investigation, les joueurs impliqués dans cette séquence doivent la terminer avant de passer à une autre séquence. Les joueurs non impliqués doivent attendre que la séquence soit terminée avant de pouvoir passer à leur tour. Ah, ok. En espérant donc que les phases de dialogue et d'investigation ne soient pas trop longues, parce que ça implique que les autres joueurs glandouillent. Alors glandouillent non, parce que on forme une coterie, donc on s'intéresse à ce qui va se passer avec les petits camarades. Mais bon, quand même, faut pas que ça casse le rythme du jeu. Si un joueur initie une séquence de combat, tous les joueurs sont considérés comme impliqués dans le combat. Ah oui, d'accord. Exemple. Si vous entamez un dialogue avec un PNJ, vous devez terminer toute la séquence de dialogue avec lui jusqu'à l'indication reprendre le jeu dans le livret de chapitre, avant qu'un autre joueur puisse prendre son tour. Par contre, il y avait une phrase là tout au début, composée de 4 types de séquences. Séquence principale en round. Chaque joueur a tour de rôle dans l'ordre d'initiative. Ça veut dire que on tire une initiative à chaque... Probablement, on verra. Alors, les tests de compétences. Là, on va avoir besoin de plein de dés. Divers tests de compétences seront utilisés tout au long de la campagne. Ils déterminent le succès de votre personnage lorsqu'il tente une tâche, qu'il s'agisse d'attaquer un ennemi, d'influencer quelqu'un ou de chercher des preuves sur une scène de crime donnée. Un test de compétence se produit lorsque vous ajoutez un attribut à une compétence. Lorsque l'on ajoute un attribut à une compétence. Et oui, on avait vu que l'attribut social a toutes les compétences qui sont en dessous. Persuasion, intuition, subterfuge, intimidation. Lorsqu'un joueur tente un test de compétence, ses points de compétence
comptent comme des succès automatiques. Oui, c'est ça. Ça, là, tout ça, tous les endroits où on a des coches, ça représente des succès automatiques. Le niveau d'attribut d'un joueur représente le nombre de dés qui doivent être lancés pour compléter le nombre de succès automatiques. Vous devez lancer les dés, même si vous avez assez de succès, pour passer le test de compétence. Après, il donne un exemple pour une investigation faite par Harold de Beaulieu. La page événement demande un test de mental plus recherche, difficulté 4. Mental plus recherche, par exemple, si c'était à Rennes, elle n'aurait pas pu le faire. Ou alors seulement en lançant 2 dés en mental. Ok, Harold a déjà 3 succès grâce à son niveau en recherche. Il lance 3 dés pour son attribut mental. Il obtient 2 succès, ce qui fait qu'il a un succès avec 5. Et la difficulté demandée était 4. C'est soft, hein? Franchement, test de compétences, c'est bien foutu. Et après, encore une fois, eh bien, il faut établir une coterie avec des héros qui vont avoir des compétences distinctes pour pouvoir franchir toutes les différentes séquences. Et l'intérêt d'avoir des alliés quand on joue à moins de 4 joueurs. Bien, bien, bien. Difficulté des tests. Donc une difficulté est le nombre de succès que doit accumuler le personnage qui tente un test pour le réussir. Compétences de dialogue ont une difficulté prédéterminée qui est inscrite sur la page de dialogue lorsqu'on vous demande de faire le test. Investigation n'ont pas de difficulté prédéterminée. Au lieu de ça, le joueur comptabilise ses succès. Les investigations ont de nombreuses résolutions. Le nombre de réussites comptabilisées vous amènera à l'une d'elles. Ah oui, donc il y a un tableau des scores. Plus on fait de succès, plus l'investigation va être complète. En combat, pas de difficulté prédéterminée. Au lieu de ça, le nombre de succès accumulés devient le montant des dégâts infligés ou le nombre de jetons résistance à prendre. Ok, donc si Aren fait un test de combat physique, physique bagarre, elle a 3 succès de base, je lance 3 dés en physique, j'obtiens un succès, rien, rien, j'infligerai 4 dégâts. 4 dégâts et on a vu qu'il fallait soustraire. Qu'est-ce qu'il faut soustraire? Résistance. Il me semble que l'on soustrait la résistance. Waouh, 4 dégâts, il a 3 en résistance. L'étrange soldat, ça voudrait dire qu'il se prend qu'un seul dégât. Et là, la piste des dégâts, il y a quand même beaucoup de segments. Hein. Ouh, c'est peut-être pas si évident que ça de se débarrasser d'ennemis. Après, il y aura des objets, on a des disciplines. Hein. Et si on ne convertit pas en dégâts, visiblement, on peut prendre des jetons résistance. Alors, les jetons résistance, de mémoire, c'est ceux-là. Après, pour les tests de furtivité, ils ont une difficulté variable basée sur la distance du personnage par rapport à un PNJ. Ouais. Plus on va se rapprocher, plus le test devra être élevé. Les événements peuvent contenir des tests de compétences, mais la difficulté sera toujours mentionnée dans l'événement lui-même. Ok, lancez les dés. Les dés rouges représentent la bête, qui est liée à notre soif. Échangez un dé noir contre un dé rouge pour chaque niveau de soif que vous avez. Un dé rouge ne peut pas être relancé avec vos points de volonté. Donc, si Aren a 1 en soif, qu'elle fait son test de bagarre.
Physique 3. Bagarre, elle a 3, sauf qu'elle a 1 en soif. Elle est obligée de prendre un des rouges qu'elle ne pourra pas relancer. Oh, c'est pas mal ça. Là, ça fait 3 et 2, 5. Exemple, votre niveau de soif passe à 2. Vous tentez un test de compétence et faites un jet d'attribut, par exemple avec 3 dés. 2 de vos dés sont maintenant rouges à cause du niveau de soif. Et le troisième reste noir. Tout à fait. Alors, ceci c'est un symbole Ankh qui représente un succès. Nous avons une Ankh avec un symbole de croc, ça représente 2 succès. Vide, aucun succès. Sur le dé rouge, un symbole crâne. Force un test de la bête s'il y a plus de crâne que de succès dans un test. Plus de crâne que de succès, ça doit être assez rare parce qu'il y a une chance sur 10 de tomber sur un crâne. Par contre, si j'ai 3 en niveau de soif, que je lance mes 3 dés, que j'ai seulement 2 dans mon attribut, il peut y avoir un risque effectivement de tomber sur plus de crâne que de succès. Je pense rare quand même. Très bien. Alors le fameux test de la bête. Si on tombe sur un crâne, on est obligé... Non, c'est s'il y a plus de crânes. Pardon. Bon, admettons que ce soit le cas. Un test de la bête est un jet d'un seul dé rouge. Si on tombe sur le symbole Ankh ou le symbole Ankh avec les crocs, vous réussissez. Et la soif reste la même. Là, ça bouge pas. Si on échoue, notre soif augmente de 1 point, donc on va cumuler les dés rouges. Si on tombe sur un crâne, la soif augmente de 2 points. L'utilisation de votre sang. L'utilisation de notre sang. Alors c'est quoi ça déjà? Discipline, puissance du sang ou réparer les dégâts. D'accord. Entraînera un test de la bête. Le test de la bête n'affecte que votre niveau de soif et est effectué après l'utilisation du sang. Remarque. Pour chaque niveau de soif que vous avez, échangez un dé noir contre un dé rouge. Quand on fait un test de compétence, un dé rouge ne peut pas être relancé avec vos points de volonté. Ah oui, on a vu qu'on avait une certaine marge de volonté pour résister à la bête. Et quand on dépense des points de volonté, c'est pour relancer un dé. Très bien. Alors, les états. Les fameux états quand on est blessé, donc on est en torpeur. Quand on perd trop de volonté, on est fatigué. Et quand on a trop soif, on rentre en état de frénésie. Ça a servi que je note. Alors, la torpeur, lorsque votre marqueur de dégâts est rempli et que vous subissez 1 point de dégâts supplémentaires, vous tombez en torpeur. Quand cela se produit, le personnage tombe, alors peut-être littéralement, dans un état d'inactivité physique et mentale et ne peut plus participer au chapitre. Retirez-le de la tuile. Wow, c'est méchant. Si un personnage tombe en torpeur pendant un dialogue, un événement ou une séquence d'investigation, arrêtez immédiatement la lecture et mettez fin à la séquence. Sauf si un autre personnage est impliqué dans la même séquence, auquel cas il prendra le relais. Un chapitre échoue lorsque tous les joueurs sont en torpeur. Ben oui, quand même. Lorsque vous terminez un chapitre avec succès, les personnages en torpeur en sortent avant le prochain chapitre. Si tous les joueurs sont en torpeur, le chapitre échoue même si un allié de coterie ou un allié de chapitre est encore debout. Je peux vraiment pas le mettre comme ça, ce foutu bouquin. Alors ensuite, la fatigue.
La reine, elle n'a pas beaucoup de volonté, hein. Lorsque votre marqueur de volonté est rempli et que vous dépensez ou perdez un autre point de volonté, vous tombez en fatigue. Lorsque vous êtes en fatigue, vous ne pouvez plus dépenser de volonté et vous devez retirer 2 dés de vos tests de compétences. Ah, c'est bien représenté ça. Si cela réduit vos dés à 0, vous ne pouvez utiliser que vos succès automatiques. Ouais. Oui, ça réduit grandement. La fatigue disparaît à la fin d'un chapitre. On ne peut pas se défatiguer avant? Ah, il y a peut-être des disciplines ou de la magie qui permet de le faire quand même. Des objets aussi. Il faut que je fasse un check là. Compétences automatiques. Oui, c'est ça. J'aurais eu tendance à confondre. Ce sont les compétences hein, qui sont les succès automatiques et on jette le nombre de dés en attribut. Ah, va falloir que ça rentre. Non, ce n'est pas le titre de ma sextape. La frénésie. Lorsque votre marqueur de soif est rempli et que vous augmentez votre niveau de soif d'un point, vous tombez en frénésie. Les effets de la frénésie ne concernent que votre personnage. Vous devez retirer votre personnage de la tuile, et ne pouvez plus interagir avec le chapitre. Sortez de la frénésie quand le chapitre est terminé. Remarque, les poches de sang sont des objets coûteux mais utiles qui peuvent arrêter les effets de la frénésie. Les poches de sang, incroyable. Est-ce que l'on peut voir à quoi correspond une poche de sang? Je pense que le dessin va être suffisamment parlant. Oh, des fioles de sang. Ah, ça par exemple, la fiole de sang va permettre de réduire la soif de 1. Mais il y a mieux. Ah, il y a des potions. Hop, poche de sang. On se balade avec un hôpital de campagne en fait, et puis on se fait une petite injection. C'est marrant. C'est l'objet numéro 19. Diminuez votre soif de 1 et ça annule la frénésie. Et on défausse bien sûr après utilisation. Alors pourquoi ils disent que ça coûte cher? Ce sont des objets coûteux. Ah oui, alors ça c'est en fonction de ce que propose le PNJ là qui ouvre sa boutique. Parce que je viens de remarquer qu'à aucun moment il y a une notion de monnaie dans le jeu pour acheter les objets. À voir. Donc en fait, la torpeur, la fatigue. Non, c'est la torpeur et la frénésie qui nous éliminent du plateau. La fatigue, par contre, nous donne. On continue de jouer, mais on a la pénalité sur le nombre de dés. Alors, on y va avec le détail de la séquence principale. C'est le temps passé sur une tuile pendant un chapitre, qui ne fait pas partie d'un dialogue, d'une investigation ou d'un combat. Cela se produit généralement lorsque les joueurs se déplacent d'hexagone en hexagone pour préparer leurs actions. Pendant cette séquence, les joueurs peuvent effectuer les actions suivantes une seule fois dans n'importe quel ordre durant leur tour. Une seule fois, donc déplacement, utilisation du sang, effectuer une action ou ne rien faire. Donc les actions suivantes une seule fois dans n'importe quel ordre. Donc je pourrais me déplacer, utiliser du sang, faire une action et arrêter mon tour. Dans les différentes actions, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites, hein. On peut utiliser un objet, déclarer le mode furtif, donner ou prendre un objet à un autre joueur sur un hexagone adjacent, se nourrir d'un PNJ proie, capturer un PNJ en fuite, commencer une séquence de dialogue, commencer une investigation ou chercher dans une zone d'investigation ou commencer un combat. Ouais, on a des actions classiques. Alors,
On démarre par le déplacement. On va peut-être déjà un petit peu nettoyer tout ça. Vous voyez, en enlevant les pions, là, je ne sais déjà plus comment ça s'appelle, ça. Je ne sais plus. D'où l'intérêt, comme je disais dans la troisième vidéo, de marquer sur les emplacements, là, à quoi correspondent tel ou tel pion. C'est pratique. Alors, sans trop mettre le bazar. Ça et ça va là. Ça, c'est un éclair. On enlève... Oh non, on va laisser le terrain difficile. Et ça, ce sont les bras de je sais plus qui. Ça sert à rien. C'était où? Pas là. C'était où? Ah oui, les pions ronds. Ici. On va laisser Arène et puis les autres, ils vont regarder, hein. Je vous ai dit que... Oui, je vous l'ai dit. Avant-hier ou hier, je sais plus. Que j'avais investi dans des petits décors très modernes, bâtiments et autres, pour ce type de jeu. Ça peut être sympa à mettre sur les côtés. Bref, les déplacements. C'est la compétence athlétisme plus 1 d'un personnage qui détermine sa capacité de déplacement. Arène, elle a donc 3 plus 1, 4. Elle peut se déplacer de 4. Le déplacement est le nombre d'hexagones qu'un personnage peut traverser pendant son tour. Plusieurs modificateurs peuvent affecter le déplacement comme les jetons terrain, les objets, la puissance du sang, certaines disciplines. Un personnage peut se déplacer à travers un autre personnage, joueur ou allié, mais ne peut pas terminer son tour sur le même hexagone qu'eux. Sans déconner. Harold, tu vois, par exemple, on ne pourra pas faire ça. Ah, mais je suis en train de penser pour les prologues, là. Il faudra que je change l'angle de caméra parce que j'aime pas quand je joue et que c'est vraiment trop haut. On voit moins. Est-ce que je change? Je change tout de suite parce qu'on va manipuler. Piou, 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 piou. Fermez les yeux, ça va bouger. Ouais, on peut se faire un truc genre comme ça. Chouk. Chouk. Et ça sur le côté. Alors. Exemple, un personnage décide de se déplacer sur une distance de 3 hexagones. Jusqu'à une tuile pour interagir avec un PNJ. Athlétisme compte 2 points, auquel il ajoute plus 1. Il peut se déplacer de 3. Afin d'accélérer un chapitre, vous pouvez améliorer le déplacement de votre personnage en augmentant sa compétence athlétisme. Et si on se souvient bien, Arène a 3 en athlétisme. Si elle veut passer à 4, ça lui coûtera 16 points d'expérience. Utiliser le sang pour augmenter votre déplacement est également un bon moyen d'accélérer la séquence principale. Lorsque la coterie se prépare pour lancer plusieurs séquences, le premier joueur à lancer une séquence doit la terminer avant que les autres puissent commencer la leur. Ce qui signifie que pendant que vous enquêtez sur une zone d'investigation, les autres devront attendre leur tour avant d'entamer ou un dialogue ou un déplacement, car la séquence principale est également mise en pause. Ouais, ok, donc la séquence principale, c'est un tour du joueur, quoi. Lorsque des jetons d'action ou zones d'investigation, des PNJ ou des personnages finissent par occuper le même hexagone à cause d'une instruction, suivez ces étapes dans l'ordre. D'abord, on place les jetons. Ensuite, placez les PNJ. S'ils partagent le même hexagone qu'un jeton, placez-les sur un hexagone adjacent valide. Ok. Et enfin, placez les personnages. S'ils partagent un hexagone identique à un jeton ou un PNJ, on place sur un hexagone valide le plus près.
Si le PNJ doit être déplacé au-dessus d'un jeton action investigation, on le met sur un hexagone adjacent à la place. Il en va de même si un personnage doit être déplacé où se trouve un jeton d'action ou investigation ou un PNJ. En gros, on ne fait pas se chevaucher des jetons action, des jetons investigation, des PNJ, des personnages, des ennemis. Donc les seuls jetons sur lesquels on va passer, c'est finalement les jetons de terrain, hein. Le feu, ce qui est terrain difficile, et c'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'était le déplacement. Mais il y a d'autres formes de déplacement. Certaines disciplines et cartes combat, et même les capacités de certains PNJ, introduiront différentes formes de déplacement. Ah, pousser. J'ai posé la question ce matin, quand ils nous ont parlé des jetons feu. J'ai dit, ah tiens, ce serait cool si on pouvait pousser quelqu'un. Gentiment, hein. Éloigne le jeton ou la figurine cible du PNJ ou du personnage du nombre d'hexagones donnés. Ce déplacement s'arrête prématurément si un hexagone est bloqué par un PNJ, un terrain difficile ou un mur. Ah oui, alors c'est du nombre d'hexagones. Mais on a dit que quand on traversait une zone de feu, on prenait des dégâts, hein. Et ça, en fait, bah, ça me fait penser à Gloomhaven. On avait des cartes de capacité qui nous permettaient de faire pousser un, pousser 2, pousser 3 hexagones. Donc là, c'est pareil, on va retrouver ça sur les cartes discipline et certaines cartes combat. Alors si on ne pousse pas, on peut se téléporter. Placer le jeton sur l'hexagone approprié, sauf s'il est occupé par un jeton de terrain difficile, un PNJ ou un personnage. Lorsqu'il se téléporte, un PNJ ignore les obstacles de feu. Si le PNJ qui se téléporte termine son déplacement sur un hexagone avec du feu, il subit l'effet du jeton, selon les règles du feu. Les jetons étourdissement empêchent la téléportation, mais n'empêchent pas un personnage ou un PNJ d'être poussé lors d'un combat ou l'utilisation d'une discipline. Oui, on peut être étourdi et ça n'empêche pas d'être bougé. Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire qu'il faut faire un mémo là-dessus parce que c'est quand même des règles très particulières sur les déplacements. Pour le reste, c'est clair, hein. Non, c'est bien. Utiliser le sang. Utiliser une discipline, réparer des dégâts ou activer une puissance du sang fait appel à la bête intérieure et nécessite l'utilisation du sang. Un personnage ne peut utiliser le sang qu'une fois par tour, ça c'est important. Et l'utilisation du sang nécessite toujours un test de la bête. Et le test de la bête, on a dit qu'on jette un dé. Si je fais ça, la soif de sang augmente de 1. Ah ouais. Donc là, les contreparties sont quand même très très balèzes. Alors, si j'utilise le sang pour réparer des dégâts, ça permet de baisser jusqu'à 2 points le marqueur de dégâts. Si j'utilise la puissance du sang pour un round, on ajoute +1 à notre initiative, +1 à un attribut de son choix et +1 à son déplacement. Et si j'utilise le sang sur une discipline, utilisez une de vos disciplines disponibles. Ah ouais, alors les cartes discipline, ce sont pas des cartes comme ça que l'on va cramer forcément facilement, hein.
Alors remarque, les effets du sang prennent effet avant que le résultat du test de la bête ne soit appliqué. Une seule discipline active est autorisée à la fois. Par exemple, la résilience, là, c'est marqué ici, c'est une discipline active. Forme de loup, c'est active, et lier le famulus, c'est actif aussi. Ok. Encore une fois, mémo de ce paragraphe-là. Hein. Dans les types d'actions, on peut se nourrir pendant la séquence principale. Seul le sang satisfait la bête, et seul le sang peut diminuer votre niveau de soif. Pour vous nourrir d'un PNJ pendant la séquence principale d'un chapitre, placez votre personnage sur un hexagone adjacent et déclarez votre intention de vous nourrir. Je vous rappelle que les personnages dont on peut se nourrir sont indiqués par les socles rouges. Vous ne pouvez vous nourrir que des PNJ qui sont des proies et dont le pion est rouge, ou qui ont une icône en forme de goutte de sang dans la section de mise en place. Exact, on l'a vu. Lors d'un combat, vous pouvez vous nourrir d'un PNJ avec votre attaque morsure. Avec notre attaque morsure. Crac, la bagarre. Soif, -1 si vous infligez 1 plus dégâts. Très bien. Lorsque vous vous nourrissez en dehors d'une séquence de combat, choisissez un test de compétence parmi les suivants afin de vous nourrir. L'un ou l'autre de ces tests de compétence est toujours effectué avec une difficulté de 5 moins votre niveau de soif. La difficulté de 5 moins votre niveau de soif, ça veut dire que moins j'ai soif, plus la difficulté est grande. Et plus j'ai soif, la difficulté est plus facile. Ah ok, j'aurais cru l'inverse. Si j'ai 2 en niveau de soif, je dois faire 3 en difficulté. Ok. Ah, c'est peut-être pour éviter que ce soit beaucoup trop dur. Exemple, Aren Conway a un niveau de soif de 4 et souhaite se nourrir. Le joueur fait un jet physique plus bagarre, difficulté 1. 5 moins 4 égale 1. Ok. Alors effectivement, il n'y a que deux façons d'utiliser les attributs et compétences pour réduire la soif. C'est ou bien en utilisant physique plus bagarre, ou social plus subterfuge. Ouais, ou bien on le chope et on le force, ou alors on le baratine rapidement et puis il s'aperçoit de rien. Je sais pas comment c'est trop possible, mais enfin, ça va le faire. En dehors du combat, se nourrir de différents êtres vivants permet de récupérer différentes quantités de soif. Alors, les animaux, rats, chiens, etc. Récupérer un point de soif. L'animal meurt. Retirer le jeton de l'animal de la tuile. Sinon, on peut se nourrir avec les humains, les ghouls ou les autorités. Ça permet de récupérer 2 points de soif. Et on retire le jeton de la tuile. Remarque, vous ne pouvez pas vous nourrir d'autres vampires, de boss ou de PNJ de dialogue. Si vous échouez à votre test dans votre tentative de vous nourrir, les événements suivants se produisent. Ah oui, alors on les avait vus. Hein. Si le PNJ a une carte profil, le combat commence. Donc, si c'est un PNJ qui a une carte comme ça, on rentre en combat. Si le PNJ est une proie, il s'enfuit. Si le PNJ est un animal sans carte profil, on retire son jeton, tout simplement. Remarque, les joueurs peuvent aussi boire du sang pendant les chasses. Alors les chasses, je vous rappelle que ce sont des mini-aventures, plus des tests en fait, en dehors des phases de chapitre.
On peut boire du sang pendant un combat avec notre morsure et pendant certains événements ou dialogues. Ça, c'est pour se nourrir. Donc là, on en était à la deuxième action possible. Hein. Pas du tout. On a vu les déplacements, on a vu l'utilisation du sang. Ouais, ok. Alors maintenant, on peut rentrer en mode furtif. Pendant la séquence principale, un personnage peut tenter de rôder sans être vu. C'est ce qu'on appelle le mode furtif. Contrairement aux séquences de dialogue et d'investigation, le mode furtif fait partie du déplacement que fait un personnage pendant la séquence principale. Lorsque vous entrez dans une séquence de dialogue, d'investigation ou de combat, les personnages concernés quittent tous le mode furtif. Vous trouverez plus d'informations sur la furtivité dans la section page 50. Oh, je m'apprêtais à être furtif là, dommage. Euh, C'était quoi les autres types d'actions? Se nourrir, on l'a vu. Capturer un PNJ en fuite, c'est ce qui découle éventuellement d'un nourrissage qui s'est foiré. Ah oui, puis après c'était commencer une séance de dialogue ou d'investigation ou commencer un combat. Ouais, d'accord. Bon, ça va en soi hein, sur les premières façons de jouer là dans le déroulement du jeu. Il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, une séquence de dialogue. Bonjour, monsieur le PNJ. Une séquence de dialogue commence lorsqu'un joueur place sa figurine sur un hexagone adjacent et déclare le début du dialogue. Utilisez le livret de chapitre comme guide pour savoir quels PNJ sont ceux avec qui on peut dialoguer. Ou reportez-vous à la section mise en place dans le livre d'histoire. Bon, je pense que à Rennes, au niveau dialogue, on va pas en avoir beaucoup. Hein. C'était qui déjà? Il y avait, vous le voyez là, Mister, tu es qui déjà? Samuel. Samuel, lui, au niveau dialogue, il était pas mal. Harold aussi, je crois. Ah non, Harold, c'est l'investigation. Lorsque vous commencez un dialogue, reportez-vous à la page D1 du livret du chapitre pour connaître le PNJ auquel vous souhaitez parler. Pendant cette séquence, les joueurs peuvent effectuer les actions suivantes sans ordre particulier. Choisir l'une des options énumérées au bas de chaque page. Utiliser le sang ou une discipline. Utiliser des points de volonté. Ah ouais. Pendant une séquence de dialogue, les joueurs ne peuvent pas commencer une autre séquence, ils doivent terminer tout le dialogue avec le PNJ qu'ils ont choisi. Alors ça, c'est des petits rappels, là, on en a eu plusieurs, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans les pages. On a eu plusieurs rappels à des choses qu'on a déjà vues avant, et bien ça c'est très bien. C'est vraiment très bien. Donc séquence de dialogue, on s'approche, on prend le chapitre, et puis on suit le bazar. Après, une séquence d'investigation. Alors, les investigations, on a dit que c'était lorsqu'on pouvait interagir avec ça, je crois. Elle commence lorsque les joueurs explorent une zone d'investigation. Pendant cette séquence, les joueurs ne peuvent pas commencer une autre séquence. Ils doivent terminer l'investigation de la zone sur laquelle ils se trouvent. Représenté par un jeton numéroté de 1 à 4, ouais. Les joueurs peuvent effectuer les actions suivantes sans ordre particulier. Choisir l'une des options énumérées au bas de chaque page. Utiliser le sang ou une discipline. Ou bien, encore une fois, utiliser des points de volonté. Ok. Ouf. Là maintenant, c'est du lourd. La séquence de combat. Le combat commence si un joueur déclare un combat avec un PNJ ayant une carte profil dans la ligne de vue de leur personnage.
Un joueur qui n'a pas déclaré de mode furtif entre dans la ligne de vue d'un PNJ agressif. Ah oui, si je suis pas en furtif et que lui, il voit combien là? 3. Dès que j'arrive dans sa ligne de vue, bim, il est agressif, il m'attaque. Donc la séquence de combat commence. Ou la troisième façon de démarrer un combat, elle est déclenchée par un événement ou un dialogue. Ah ouais, on discute et puis on dit la chose de trop. Pendant une séquence de combat, les joueurs ne peuvent pas commencer une autre séquence. Tous les joueurs sont considérés comme participants au combat, même s'ils sont éloignés les uns des autres sur la tuile. Ça, c'est pour une question de logique, hein. Et puis pour que ce soit jouable, parce que sinon, on rentrerait dans l'usine à gaz. Si moi je suis en combat pendant que Carole est en train de discuter et que ce serait lourd. Donc ça me va. Les joueurs doivent terminer le combat pour mettre fin à la séquence. Lorsque le combat commence, chaque PNJ avec une carte de profil prend part au combat. On retourne. Ah oui, alors normalement ils sont comme ça. Retourner leur carte et placer leur jeton d'initiative à côté du marqueur d'initiative. Ici même. Alors en initiative, il a quoi lui? Ah bah oui, c'est là. 5. Quand on est 1 à 2 joueurs, il aurait 5 d'initiative. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent là? Placer leur pion d'initiative. Mais. Ah oui, on avait dit que c'était les jetons par paire là. Là, ça va, il est tout seul, mais sinon, s'ils étaient plusieurs, on dirait, bah lui, c'est le numéro un. Et le numéro un, il a 5 en initiative, il va agir ici. Si nous avions un autre ennemi, par exemple, tiens, toi là, Sylvester, ennemi Sylvester, boum, pion numéro 2, il a une initiative de 1 seulement, enfin seulement, si ça se trouve, plus l'initiative est basse, plus il agira vite. Donc ça se place comme ça. Ok. Vous pouvez choisir quelle paire de jetons numérotés reçoit chaque PNJ. Vous devez en placer un sur le marqueur d'initiative, un sur sa carte profil. Au début d'une séquence de combat, les joueurs doivent effectuer les actions suivantes dans cet ordre exact. Les joueurs doivent choisir. Ok, en 1, on choisit notre main active. Voilà, page 44. Ensuite, on établit notre initiative en plaçant notre jeton à côté de la piste. Alors, ils appellent ça marqueur d'initiative. Ok, c'est une piste. J'aime mieux. Donc, Arène, elle aurait son. Qu'est-ce que j'en ai fait de ton jeton initiative, cocotte? Bah, t'es une drôle de cocotte, toi. Ah, c'est celui-là. Ils sont petits, hein. Ça, j'aime pas. Quand c'est aussi petit comme ça, c'est chiant. Établissez votre initiative. Est-ce qu'à un moment sur notre feuille de personnage, on a une initiative? Non. Ah, donc il y a peut-être un choix à faire là, tactiquement. Donc une fois qu'on a déterminé notre initiative, lorsque le marqueur d'initiative... Ah oui, ah, d'accord, on doit avoir un marqueur à déplacer là. Je sais plus lequel c'est. Peut-être ça. Sous réserve, hein, mais c'est une épée, ça peut faire office de marqueur d'initiative. Donc on le déplace, crac, crac, crac. Et quand ça atteint notre personnage, on effectue
une des actions suivantes dans n'importe quel ordre une fois. On peut se déplacer. Donc toujours athlétisme +1. Hein. On peut utiliser le sang. On peut effectuer une action, utiliser un objet, donner ou prendre un objet, utiliser une carte combat, ne rien faire et finir notre tour. Vous pouvez établir une nouvelle main active au début de chaque séquence de combat, même s'il y a plusieurs combats au cours du même chapitre. Oui, à chaque fois, on peut choisir une main active. D'accord. Donc ça, c'était lorsque l'on entame une séquence de combat. On retourne les cartes, on numérote, on place les initiatives et on y va, action. Merci de ta présence, Sylvester. Je vous en prie. Ça a été bénéfique. Allez, ça on peut le laisser. Événement. Piou, 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 piou. Alors, là maintenant, on passe aux événements. Pourquoi il nous parle des événements? Parce que ça fait partie de la phase principale. Les événements représentent des instances de changement dans un chapitre. Ils peuvent révéler un nouveau PNJ, démarrer un combat, utiliser le décompte d'un marqueur de round avec un cube d'autorité, etc., etc. Ah oui, marqueur de round, on l'a vu, c'était ça là. Donc ça peut être utilisé avec des événements. Les événements se produiront tout au long de la campagne. Ils renforceront l'intrigue de chaque chapitre et offriront des instructions en jeu, en plus d'offrir un meilleur contexte et une narration plus immersive. Suivez les instructions indiquées à la page de l'événement approprié. Pendant qu'un événement se déroule, les joueurs ne peuvent pas effectuer d'autres types d'actions. Vous ne pouvez pas quitter une séquence d'événements dans laquelle vous êtes impliqué avant de l'avoir terminée. La page vous indiquera quand vous pouvez reprendre le jeu. Parfois, les événements mènent directement à une séquence de combat, de dialogue ou d'investigation. En fait, il faut principalement se laisser guider avec le livre d'histoire qui met toute la mise en place, le pourquoi on débarque dans une ruelle, et après finalement on se laisse guider par le chapitre, hein. Et on agit, on joue. Ça a l'air d'être très immersif quand même. Ensuite, exemple de mise en place d'un chapitre. Alors, ça se présente comme ça. On a pas mal d'exemples, justement. Ça a l'air bien sympatoche. Voici une liste pratique de ce qu'il faut faire lors d'une mise en place d'un chapitre. Alors, on va reprendre. Je peux décaler là? Merci. Pour l'instant, on n'a pas de combat. On peut mettre ça. On n'a pas de round en cours. Notre petite perso, elle est là, tranquille. Le chapitre, j'en ai pas besoin. Donc, mise en place. Ouvrez le livre d'histoire sur la page de mise en place du chapitre. Posez la tuile sur la table. Alors, là par exemple, c'est la 02. Excusez-moi les glandeurs du fond de table là, mais il y en a qui bossent. Donc on va gentiment se rapprocher de la jouabilité du prologue, hein. Voici notre zone. C'est bien ça. La tuile 02. J'aime pas quand c'est en longueur, je préfère quand c'est en largeur. Ok. J'en étais où? J'en étais là. Cherchez les jetons terrain difficile, zone d'investigation, action et placez-les sur la tuile selon l'image du livre d'histoire.
Là, par exemple, il y a nous comme ça. Alors attention à la flèche de direction hein, par rapport à la ligne de vue. Donc là, c'est vierge, hein. On n'a vraiment rien d'autre à placer en jeton. On n'a pas de terrain difficile, on a rien. Placer tout PNJ présent au début du chapitre sur la tuile comme indiqué sur l'image. On en a un là. Si un PNJ possède une carte de profil, placez-la face cachée. Alors on le sait parce que là ils nous disent utiliser la carte profil étrange soldat qui est là, étrange soldat 1. Je l'avais vu où que c'était l'étrange soldat 1 bah parce que on avait un numéro ici. Ok. Placez la face cachée sur la table. Ah oui, face cachée c'est important. Si un PNJ a une icône de goutte de sang, utilisez un socle rouge pour son pion. Là, ça n'est pas le cas. On a affaire à un étrange soldat. C'est ici qu'il faut que je regarde. Il est là. Ah oui, alors. Attention à la flèche. J'aime pas si t'es tourné comme ça. Ta flèche, elle est comme ça. Ah non, il est même dans ce sens-là. C'est indiqué. Enfin, tournez les figurines des PNJ de façon à ce que leur orientation corresponde aux flèches indiquées dans le livre d'histoire. Ouais, c'est ce que j'ai fait avec lui là. Placez vos personnages dans la zone de départ, on est bon. Placez le marqueur principal et le marqueur d'initiative sur la table près de la tuile. Le marqueur principal. Ah oui, alors ça c'est ce qu'ils appellent le marqueur principal. Et donc ça c'est ce qu'ils appellent le marqueur d'initiative, que moi j'aime bien appeler piste. Ok. C'est comme ça. Lisez la page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire pour vous plonger dans l'histoire. Regardez la première action nécessaire pour commencer le chapitre. C'est souvent une invitation à lire une page d'événements dans le livret de chapitre concerné. Et enfin, prenez le livre de chapitre correspondant. Chaque dialogue, événement et investigation se déroulant au cours du chapitre se trouve dans ce livret. Et bien ça, c'est un mémo qui est... Enfin, oui, si, c'est un mémo. Exemple de mise en place. C'est vraiment très très bien foutu. En même temps, c'est assez simple, mais c'est clair. Comme ça, à chaque fois, on aura cette configuration-là. Ce qui me fait dire que oui, effectivement, il doit y avoir beaucoup de chapitres à jouer qui ne prennent pas beaucoup de place en termes de terrain sur le... En termes de plateau de jeu, je veux dire. C'est pas mal. Après, bon, faut trouver bien sûr les emplacements qui conviennent, mais c'est bien. Alors, je ne lis pas ça pour l'instant, on s'y intéressera quand vraiment on fera son prologue à Reine Conway du camp Gangrel. Exemple de déroulement d'un chapitre. Une fois que votre chapitre a été mis en place, il est temps de vous asseoir et de jouer. C'est vrai. Dans cette section, nous allons prendre comme exemple le premier chapitre, Sombre présage au parc. Alors, Sombre présage au parc, c'est le démarrage de la campagne. Lorsque... Ah, Nico, elle est en finition de peinture, là. Quand on commence vraiment la campagne... Oh la vache, il y a du texte, hein. Oh, j'avais pas vu cette chouette photo ici. Sombre présage au parc, chapitre 1. Alors là, mine de rien, on voit qu'il va y avoir du monde, hein. On aura un PNJ de dialogue.
Bah, que des PNJ de dialogue en fait. Dialogue, 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 dialogue. Les demeures de l'épouvante. Excellent. On s'enflamme pas. Attention aux superlatifs. On n'a pas joué encore. L'instruction sur la page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire dit lisez la page d'introduction de votre personnage E1 à E8. Ah, pardon. Introduction du chapitre dans le livre d'histoire. Ça, c'est la conclusion, on s'en fout. Nanana. Lisez l'événement E1. Bon, c'est peut-être dans le texte là, hein. Bref, elle se trouve dans le livret du chapitre. On y va. Note, dans cet exemple, nous allons jouer le rôle d'Aren, donc nous allons lire son introduction à la page E3. Ah oui, d'accord. Une fois que vous avez lu son introduction, l'instruction suivante qui se trouve en bas de la page de Aren dit lire le dialogue de Yuma à la page temps. Et Yuma Mackenzie, c'est justement un PNJ. En feuilletant les pages du livret de chapitre, on arrive au dialogue pour Yuma. Lorsque vous commencez une séquence de dialogue qui débute toujours par la lecture de la page D1 du PNJ concerné, le jeu se fige et seuls les joueurs impliqués dans le dialogue peuvent agir. Vous trouverez plus d'informations sur les séquences de dialogue. Ok. En lisant la page D1, 4 choix vous sont proposés, dont l'un n'est disponible que si un des joueurs est impliqué dans le dialogue. Joue Aren. 2 de ces choix nécessitent un test de compétence. Enfin, il y a un choix qui n'a aucune exigence. Faites votre choix et continuez à suivre les instructions en naviguant dans le dialogue. À un moment donné, par exemple en atteignant la page D12, on vous dira que le dialogue est terminé. Dans ce cas, la séquence de dialogue se termine et le jeu entre dans sa séquence principale. Pendant la séquence principale, chaque joueur peut à son tour déplacer ses personnages sur la tuile, commencer d'autres séquences. Vous trouverez plus d'informations sur la séquence principale et les déplacements à la page 35 que nous venons de passer. Dans le chapitre 1, il y a 1, 2, 3, 4 PNJ avec lesquels les joueurs peuvent interagir. 1, 2, 3, 4, ouais. Et une zone d'investigation, représentée par ce jeton. Absolument. Donc, chiotte, je vous montre ça en plus gros. Mais on a bien nos 4 PNJ pour le dialogue, et puis le jeton... le jeton investigation. Disons pour cet exemple que vous voulez d'abord parler avec le gardien du parc. Qui est là. Ah, attendez. Dans ce chapitre, il y a 4 PNJ avec lesquels les joueurs peuvent interagir. Et pourtant, on a le prêtre du sabbat là, qui est représenté avec un dialogue. Hein. Ouais, ça fait peut-être partie des merdasses où ils ont mal écrit. Bon alors, disons, pour cet exemple, hein, que vous voulez d'abord parler avec le gardien du parc, vous devez déplacer votre personnage vers un hexagone adjacent et lancer une séquence de dialogue. Remarque, les chapitres ne sont pas dirigés de manière linéaire. Vous pouvez choisir de parler à n'importe qui et de commencer toute séquence investigation ou combat dans l'ordre de votre choix. Remarque, n'oubliez pas que la séquence principale se met en pause jusqu'à ce que le dialogue soit terminé. Si vous voulez inclure d'autres membres de la coterie dans le dialogue, vous devez attendre que leur personnage soit également sur un hexagone adjacent. D'accord. Ouais, donc tactiquement, il y a des choix, il y a des choix sympas à faire. Ensuite, lorsque la séquence de dialogue commence, trouvez la page D1, donc D pour dialogue. Hein.
du gardien dans le livret du chapitre. Pour ce faire, cherchez l'illustration pleine page du gardien. Il s'agit de la même illustration que celle qui se trouve sur le pion. Alors, une chose qui est bien fichue, c'est que à chaque fois, ils mettent les numéros, hein. Par exemple, les Adopunk, c'est numéro 11. Donc, dans les... Là, je vous rappelle que sur les standees des PNJ, on a aussi les numéros pour les retrouver facilement. Et il y en a un bon petit paquet. Comme pour Yuma, suivez les indications et les instructions jusqu'à la fin du dialogue. Le gardien a un choix spécial au début du dialogue qui nécessite que l'un des personnages ait accès à la discipline animalisme. À la discipline animalisme, alors ça tomberait bien avec Arène parce qu'elle a accès à cette discipline. Animalisme, ouais, ok. Vous ne pouvez choisir cette option que si vous avez au moins un niveau dans la discipline requise. Alors, correction, Arène n'a pas de niveau, il n'y a pas de coche. Elle a la carte, mais elle n'a pas de coche. Donc, elle aurait que 2 succès automatiques. Non, même pas. Pardon. Ça n'a rien à voir avec les succès automatiques. Les succès automatiques, on a dit, c'est là. Et elle aurait 2 dés certainement à lancer. Une fois le dialogue terminé, vous serez peut-être surpris de voir que le gardien vous laisse, je ne vous dis pas, il s'agit d'un objet que vous devez récupérer dans la pile des objets. Les objets sont des outils utiles. Ah, ah bon Dieu. Les objets sont des outils utiles dans de nombreux chapitres. Et le plus souvent, un objet acquis au cours d'un chapitre peut débloquer des embranchements spéciaux dans les dialogues et les investigations de ce même chapitre ou de chapitres suivants. Le dialogue avec le gardien étant terminé, disons que la coterie se sépare maintenant. Vous irez enquêter sur quelque chose représenté par un jeton, tandis que les autres membres iront parler aux autres PNJ. Lorsque la coterie se sépare pour lancer plusieurs séquences, le premier joueur à lancer une séquence doit la terminer avant que les autres puissent enchaîner la leur. Cela signifie que pendant que vous enquêtez sur quelque chose, les autres joueurs devront attendre leur tour avant d'entamer un dialogue, de se déplacer, car la séquence principale est également mise en pause. Bon, c'est pas déconnant ça comme mécanique. Leader machin chose, ok. Là, on a la photo dans un livret quand on entame une phase de dialogue. On se réfère toujours avec le visuel du PNJ. Et on commence toujours par la lecture de la page D1. Et après, ensuite, c'est là où on va pouvoir faire nos choix et nos tests. Ensuite, on continue notre déroulement de chapitre. Lorsque vous atteignez un hexagone adjacent au jeton zone d'investigation, vous pouvez dépenser votre action pour réinitier une investigation. Consultez la page de mise en place du chapitre dans le livre d'histoire. Elle vous indiquera à quelle page du livret de chapitre correspond ce jeton. Comme précédemment avec les dialogues, la première page d'une zone d'investigation contient une illustration de ce sur quoi votre personnage enquête. Ils sont au fond de la boîte là, je ne peux pas prendre les livrets facilement. Mais bon, on voit le principe, hein, c'est relativement simple et clair. Lors d'une investigation, contrairement à un dialogue, on ne vous propose pas de choix mais un défi.
dans le cas de l'investigation Trucmuche, vous devez faire un test de mental plus recherche et comptabiliser vos succès. Le nombre de succès obtenus déterminera le résultat que vous devrez suivre. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la séquence investigation. Ensuite, en supposant que vous obteniez un résultat suffisamment élevé, l'endroit contiendra quelque chose d'intéressant. Comme précédemment, avec l'objet du gardien, vous devez prendre la carte concernée. Je ne vous spoile rien, hein. Après votre tour, les autres joueurs commencent eux aussi leur séquence de dialogue et les terminent. Là, ils parlent essentiellement de séquences de dialogue parce que on a affaire qu'à des PNJ avec lesquels on dialogue, hein. On peut pas faire autre chose. Un combat, on n'a pas d'ennemis là. Sombre présage au parc. Donc après votre tour, les autres joueurs commencent eux aussi leur séquence de dialogue et les terminent. Ils passent par les mêmes étapes qu'avec Yuma et le gardien plus tôt. Donc chapitre, D1, choix, séquence, on réussit pas, on avance. Cela se fait... Pop-up, je vais trop loin là. Une fois que la coterie a parlé à tous les PNJ, il décide d'approcher le mystérieux vampire dans le coin inférieur droit de la tuile. Mince, j'ai dit que c'était un bip. Surprise. Cette séquence de dialogue se transforme rapidement en une séquence de baston. Cela se fait par le biais d'un événement. Notez cependant qu'il y a un résultat conditionnel dans le dialogue. Dans ce cas, s'il reste des humains sur la tuile, vous pourriez avoir des problèmes. Je lis la suite avant de spoiler plus. Heureusement que votre côté a parlé de tout le monde. Ouais, d'accord. Donc, voilà. Il pourrait se passer autre chose dès que l'on commence à parler au Gugus, là. Tournez les pages du livret de chapitre jusqu'à la page 13. Un conseil. Les événements sont toujours situés en dernier dans le livret. Après les dialogues, après les investigations. Ok. Il y a probablement un combat qui va s'en suivre. Ok. Pas d'initiation par un joueur. Ah oui, d'accord. Là, en fait, c'est tout bêtement un combat scénarisé. C'est-à-dire que c'est pas à l'initiative d'un joueur. C'est pas parce qu'un test de furtivité a été raté face à quelqu'un d'agressif. Donc le combat commence alors. Vous trouverez plus d'informations à la page 44. Le livret vous indique également ce qui se passe en cas de réussite. L'échec d'un combat, sauf indication contraire, entraîne toujours l'échec du chapitre. Et vous devez le recommencer en perdant tous les objets, effets, faveurs, points d'expérience que vous avez gagnés. Pourquoi l'échec d'un combat? Ah bah oui, forcément, si on échoue à un combat, ça veut dire qu'on est tombé en torpeur. Donc notre maximum de dégâts a été atteint. Et là, on est éliminé, effectivement. Donc on recommence. Ok. Supposons que vous soyez victorieux. Vous lisez alors telle page qui vous indique que vous avez gagné. Cette dernière invite toujours à lire le verso de la page narrative, la même page que vous avez utilisée pour mettre en place le chapitre à l'origine. Conclusion. Cette page expliquera non seulement comment vos actions ont fait avancer l'intrigue, mais aussi quelles sont vos récompenses pour avoir réussi. Remarque. Si un chapitre s'avère trop difficile pour la coterie, vous pouvez toujours en abaisser la difficulté en choisissant certains des modificateurs faciles. Et puis si on a réussi le chapitre, on ajoute les points d'expérience gagnés pendant le chapitre. On garde un compte du total de nos points d'expérience. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer au chapitre suivant. Là, je regardais la photo, voilà ce que ça donne, par exemple, quand on pourrait démarrer un certain chapitre avec la mise en place.
Et, alors je sais bien que c'est une photo propre au bouquin de règles, mais vous voyez, pour moi, machinalement, ça manque de décor en 3D là derrière. Il me faut de la matière. Faut que ce soit plus agrémenté. Bah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est toujours relativement clair et relativement simple, hein, c'est bien. Ça fait combien de temps là pour cette quatrième fois? 1h10. Je pense qu'on peut pousser avec les dialogues en détail. Ah bah oui, il n'y a qu'une page. Dialogue en détail. Ouais, c'est cool. Après, le gros morceau, ce sera le combat, je pense. Faudra tout bien comprendre, tout bien noter. Ah, il y a le mode furtif aussi que j'aime bien. Eh, on a bien torché là. Faut pas que je dise ça. On n'est pas là pour torcher quoi que ce soit ou qui que ce soit d'ailleurs. On est là pour avancer, pour continuer de découvrir. Bon, donc l'investigation en détail. Alors l'investigation, on a dit hein, encore une fois que c'était ces jetons-là avec un numéro. Ici, on a le détail, jeton de zone d'investigation qui est numéroté. Dans le chapitre, on va avoir le nom de la zone. Là, ce sera un canapé. La description, qu'est-ce que l'on voit, et le numéro de la zone. Donc 4, je pense. Le but d'une investigation est de résoudre un mystère en utilisant la compétence mentale. Arène possède 2 en mental. Donc, on utilise la compétence non, alors c'est l'attribut mental pour le coup. Là, vous voyez, c'est une erreur. C'est l'attribut mental et leur sens de déduction. Une investigation comprend plusieurs zones sur la tuile dans lesquelles les joueurs collectionneront des succès d'investigation et des jetons indices. Plus les joueurs sont précis dans la recherche de preuves, plus ils collecteront de jetons succès. Cela leur permettra d'effectuer une meilleure déduction finale. Alors pour initier une investigation, la coterie doit choisir par quelle zone elle souhaite commencer. Déplacez votre personnage sur un hexagone adjacent et allez à la page correspondante dans le livret de chapitre. Comme pour les séquences de dialogue, seuls les personnages sur un hexagone adjacent sont concernés par l'investigation. Sur la première page de la zone, une description de la scène est présentée. Cette description contient des éléments qu'il est important de garder à l'esprit. Ces informations vous aideront à faire des choix plus éclairés par la suite. Un joueur doit effectuer un test de compétences basé sur l'attribut et la compétence requise. Donc ça peut être en recherche, en vigilance, en occultisme ou en technologie. En fonction du nombre de succès obtenus, différents choix et options seront disponibles. Remarque, vous pouvez également utiliser des points de volonté pendant une séquence d'investigation. Hypothèse. Wow. Après avoir effectué le test de compétence initiale, une description de votre analyse sera présentée sur la page correspondante. Tous les joueurs impliqués dans la zone doivent choisir une hypothèse pour cette investigation spécifique, en fonction de leur intuition et de leur connaissance, et lire la page d'hypothèse correspondante. C'est original ça. En cas de désaccord, le joueur ayant l'attribut mental le plus élevé a le dernier mot. En fonction de la précision de la réponse, les joueurs peuvent être récompensés par des jetons succès, un jeton indice numéroté ou une combinaison des deux. Le jeton de zone d'investigation est retiré de la tuile une fois qu'un joueur a investigué. La séquence est ainsi terminée. Ok, alors les jetons indices.
peuvent être obtenus dans plusieurs situations, incluant lors de l'exploration d'une zone ou d'un dialogue. Lorsqu'indiqués, les jetons indices peuvent ouvrir de nouvelles branches de dialogue ou d'investigation et offrir un raccourci pour résoudre efficacement une investigation. Ah ouais, ok. Les jetons indices appartiennent à toute la coterie, quel que soit le personnage qui les a trouvés. Donc quand c'est indiqué, les jetons indices peuvent ouvrir de nouvelles branches de dialogue ou d'investigation. Ouais, ok. Bien. Bien, bien, bien. Ensuite, les jetons de succès d'investigation. Alors ça, ce sont les jetons indices. Mais il y a aussi les jetons succès. Ah oui, c'est cela. Avec la coche. Euh, Oui, c'est ça. Les jetons de succès d'investigation sont les idées et les indices que votre personnage commence à compiler pendant une investigation, un dialogue ou certains événements. Ils peuvent être obtenus au cours d'un chapitre, ils peuvent débloquer de meilleures options lors de la déduction finale de la séquence. Les jetons de succès d'investigation appartiennent à toute la coterie et non à un seul joueur. Pardon. Rassembler plus de jetons de succès augmentera vos chances de faire une déduction finale précise. Là, j'aime bien la façon dont c'est pensé ça. Exemple, vous décidez de diviser la coterie pour couvrir plus rapidement le terrain. Un joueur gagne 3 points de succès d'investigation dans sa zone. Si l'autre joueur ne gagne qu'un seul jeton, la coterie dispose d'un total de 4 pour la déduction finale. Fin de l'investigation. Pendant qu'une investigation est en cours, les joueurs ne peuvent pas effectuer d'autres types d'actions. Vous ne pouvez pas quitter une séquence d'investigation dans laquelle vous êtes impliqué avant de l'avoir terminée. Vous devez reprendre le jeu pour terminer l'interaction. Ça a été dit, répété, re-répété, c'est très bien. Et enfin, la déduction finale de notre investigation. Lorsqu'ils en ont la possibilité, donc à chaque fois c'est bien indiqué, les joueurs peuvent essayer de faire une déduction finale. Les déductions finales sont disponibles lors d'une séquence de dialogue avec un PNJ souvent lié à l'affaire. Pour effectuer une déduction finale, vous devez faire appel à votre intuition en tant que joueur. Alors là, ça m'interpelle, est-ce que ça peut être suffisamment dur pour que à un joueur qui n'a pas forcément l'habitude de ce type de jeu se plante parce que malheureusement il est tout seul. Et imaginons qu'il a foiré à plusieurs reprises ses tests d'investigation, il a très peu d'indices, très peu de succès, pardon. En solo, ça peut être passablement compliqué. Alors qu'à plusieurs, on a peut-être plus moyen, de par les réflexions des uns des autres, d'arriver à la bonne déduction. Après, à voir si c'est vraiment compliqué ou pas. En fonction du nombre de succès, différentes déductions seront disponibles. Le choix d'une déduction nécessite une concertation entre les joueurs. Pour en choisir une, l'ensemble de la coterie doit parvenir à une décision unanime. Tous les joueurs sont impliqués dans la déduction finale. En fonction de la décision de la coterie, la déduction finale peut offrir des récompenses ou mettre la coterie dans une mauvaise situation. Une fois que la décision finale est faite, défaussez tous vos jetons de succès, conservez vos jetons indices jusqu'à la fin du chapitre. D'accord, donc on garde les jetons indices, mais à la fin, pour la déduction finale, on défausse les succès. Ouais, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Déduction finale, gna 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 gna. Alors,
Là où c'est bien segmenté aussi, c'est qu'on a une page hypothèse, donc H3, par rapport à l'étagère. On arrive à la déduction finale. Choix différents basés sur le niveau de succès du test de compétences. Donc là, on voit que de 0 à 3, on va à telle page, 4 à 5, on va à telle page. Et puis enfin, bah, la page... Alors c'est quoi ça? La page d'introduction de l'investigation, d'accord. Et ça, c'est attribut plus compétences testées pour cet endroit. Donc en fonction des endroits, c'est pareil, ce ne sera pas toujours les mêmes compétences qui vont être utilisées. Si on a affaire à un ordinateur, ce sera certainement technologie. Si c'est des bougies rituelles, ça devrait être l'occultisme. Si on est face à un piège, par exemple, est-ce que ça va être la vigilance? Et si c'est une armoire, ce sera certainement la recherche. Ou un livre, ça peut être recherche ou occultisme. Enfin bon, on leur fait confiance pour ça. Ouais, ouais, bah ça me plaît bien l'investigation, de même que les choix que l'on a hein, pour interagir une fois qu'on est sur le terrain, ça va, c'est pas lourd du tout. On est en terrain connu avec les autres styles de jeu que l'on a fait. Ok, séquence de dialogue, séquence d'investigation, la séquence de combat, bam bam bam. Parfait. Euh, après, ça fait combien? 1h20. On va stopper là. On va entamer le combat en détail. Quoique, généralement, quand je... Avant, dans un autre temps, un autre monde, jadis, autrefois, quand j'achetais un nouveau jeu, je lisais d'abord complètement le bouquin, mais je finissais généralement par les combats, parce que c'est toujours des séquences de jeu à part dans les jeux de plateau. Là, j'ai bien envie de faire pareil quand même, parce que avant de faire les combats, qui représentent quand même 2, 4, 6 pages, on a le mode furtif. La prochaine fois, j'aimerais bien qu'on commence par détailler le mode furtif, et puis on fera combat en détail. Bon, je dis ça pourra changer, mais là, dans l'esprit, j'ai vraiment hâte de découvrir ce mode furtif. Ça a l'air tout sympa. Glossaire, je pense que ça peut être nécessaire de faire la photocopie des 2 pages, là, pour avoir ça recto verso. On fait, on colle, et puis on met ça sous, j'allais dire sous transparent. J'ai perdu le nom. Plastifieuse, avec une plastifieuse, c'est très bien. Ça fait quelque chose de propre. En plus, on peut recouper un peu en bas pour pas que ça prenne forcément une page A4. Mais ça fait partie des choses qui sont sympas. Bien. Allez, on stoppe. On arrête. On arrête, on arrête. Je vous retrouve. Viens là, petite souris. Je vous retrouve quand bah, dans l'idée très vite, hein, c'est-à-dire demain, pour la vidéo numéro 5 de la découverte de Vampire la Mascarade Chapters. J'espère que vous avez tout ingurgité. Il y aura une interrogation écrite pour le week-end. Donc à vos stylos, vous aurez 2 heures. D'ici là, salut, salut!